Briques de terre et ziggourats, les premiers centres urbains. Il y a longtemps, en Sumer, les habitants bâtirent quelque chose de nouveau des villes. Pas seulement des regroupements de maisons, mais des lieux organisés, planifiés, avec rues, murailles, temples et marchés. Les gens vivaient proches, exerçaient divers métiers et suivaient les règles des rois et prêtres. C'était le début de la vie urbaine. Et tout commença par la boue. Le sud mésopotamien manquait de pierre et de bois, mais regorgeait d'argile. Après chaque crue, les fleuves laissaient une terre humide que l'on façonnait en briques séchées au soleil. Elle servait à bâtir maisons, temples, remparts, écoles, palais. Certaines duraient des siècles, d'autres se désagrégeaient, mais elles formaient le cœur de la ville. Une ville sumérienne était dense et animée. Rues étroites et sinueuses, maisons serrées aux toits plats, pièces autour d'une cour. Cuisine souvent dehors, eau tirée des fleuves ou canaux. Pas de toilettes, déchets jetés dans les rues ou fosses, rendant la ville insalubre. Au centre, la ziggoura, immense tour à étages, parfois haute de 6 ou 7 niveaux. Au sommet, un temple dédié au dieu local, censé relier ciel et terre. Les prêtres y montaient pour accomplir rituels et offrandes, protégeant la ville et assurant de bonnes récoltes. Symbole de pouvoir, la ziggoura exigeait beaucoup de main-d'œuvre et de ressources. Plus elle était grande, plus la ville paraissait puissante. Visible de loin, elle annonçait un centre important. Autour s'étendait le complexe du temple. Écoles, réserves, logements. Les scribes y gravaient des tablettes, on y stockait grains, huile, laine et autres biens. Le temple servait de centre religieux et économique, gérant richesse et organisation. Plus loin, ateliers d'artisans potiers, forgerons, bijoutiers, tisserands et marchés animés par échange de nourriture, bétail, marchandises, musiciens, enfants courant dans les ruelles, un lieu bruyant et coloré. Des remparts de briques protégeaient la ville, parfois dotés de tours et portes gardées. Au-delà, champs cultivés, troupeaux surveillés, pêcheurs au filet. La vie différait selon la richesse. Grande maison à 2 étages pour les aisés, petite ou service pour les pauvres. La plupart travaillaient dur au champ, sur les chantiers, en boulangerie, couture ou commerce. Les enfants aidaient, mais pouvaient aller à l'école du temple pour apprendre écriture et maths, si la famille en avait les moyens. La ville posait aussi des défis. Maladies dans les rues bondées, incendies dans les maisons sèches, inondations endommageant bâtiments et réserves. Pourtant, les habitants restaient. La ville était le centre de leur vie, là où l'on honorait les dieux, où se faisaient les lois, où l'on trouvait travail et sécurité. Avec le temps, les villes grandirent, formèrent alliance, menèrent guerre, développèrent commerce. Les styles évoluèrent, mais les briques de terre restèrent pendant des siècles. Les ziggouras dominèrent toujours, rappelant Dieu au-dessus et roi en bas. Ces premiers centres urbains étaient plus que des lieux de vie. Ils représentaient une nouvelle manière d'exister, valorisant ordre, planification et communauté. À partir de simples briques, ils bâtirent un monde qui influença toutes les villes à venir. Force du vent et de l'eau, croyances et traditions anciennes. Dans les premières villes de Mésopotamie, la vie dépendait des forces de la nature. On comptait sur la pluie pour les récoltes, sur les rivières pour l'eau, sur le soleil pour briller au bon moment. Ne comprenant pas les changements de temps ni les catastrophes, les habitants voyaient derrière tout cela de puissantes forces naturelles contrôlant vent, eau, récolte, tempête, naissance et mort. Cette croyance imprégnait tout. On espérait un temps favorable avant de semer, on célébrait les moissons, on lisait les étoiles avant les grandes décisions. Un événement heureux signifiait la bienveillance des forces, une inondation ou une récolte ratée, un avertissement. Chaque ville honorait une force protectrice. Uruk célébrait Inanna, liée à l'amour et à la force. Nippur respectait Enlil, maître du vent. Eridu honorait Anki, associé à l'eau et à la sagesse. On pensait que ces forces vivaient dans les cieux, mais aussi dans les temples. Les temples, souvent en forme de ziggoura, dominaient la ville. Au sommet, un lieu sacré réservé aux prêtres. Ils y apportaient nourriture, eau, encens et prières, protégeant ainsi la cité. Les prêtres étaient influents. Ils dirigeaient les rituels, observaient le ciel,
interprétait les rêves et conseillait les rois. Avant une guerre ou un grand projet, on leur demandait si le moment était propice. Le panthéon mésopotamien comptait de nombreuses figures, douces ou puissantes. Des mythes racontaient la création du monde, leurs relations et leur influence. Gravés sur des tablettes, ils traversaient les générations. Un mythe célèbre est celui du grand déluge. Un homme, averti en rêve, construisit un bateau pour sauver sa famille et les animaux. Une autre histoire raconte le voyage d'Inanna au monde souterrain où elle renonce à ses symboles de pouvoir, affronte des épreuves, puis revient, symbole du cycle des saisons et du renouveau. Ces figures n'étaient pas parfaites. Elles pouvaient aider ou mettre à l'épreuve. On croyait devoir vivre en harmonie avec l'ordre naturel et montrer du respect. D'où les offrandes quotidiennes et les fêtes en leur honneur, avec musique, danse, nourriture et procession. Dans les maisons, de petits autels accueillaient offrandes et flammes. Certains portaient des amulettes ou gardaient des figurines protectrices. Ces croyances accompagnaient chaque étape de la vie naissance, mort, semis, construction. Avec le temps, ces traditions se répandirent. Babyloniens et Assyriens les conservèrent, changeant parfois les noms ou ajoutant des histoires, mais gardant l'essentiel. Aujourd'hui, même si elles ne sont plus suivies, ces histoires révèlent ce que craignaient et espéraient les premiers humains et leur quête de sens. Elles montrent que, depuis toujours, les hommes se demandent pourquoi ils sont là et comment vivre. Dans cette terre du vent et de l'eau, les habitants levaient les yeux vers les étoiles, cherchant réponse et réconfort dans leurs croyances. L'épopée de Gilgamesh, une histoire plus vieille que le temps. Il y a très longtemps, dans l'ancienne ville d'Uruk, vivait un puissant roi nommé Gilgamesh. Fort, courageux et sage, il fit bâtir de hautes murailles et des temples impressionnants. Mais il était aussi fier et parfois dur. Son histoire, écrite il y a plus de 4000 ans, est connue comme l'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes histoires écrites. Gilgamesh, à moitié dieu et à moitié homme, régnait sur Uruk. Son peuple le trouvait trop sévère. Pour tempérer son pouvoir, les dieux créèrent Enkidu, un homme sauvage vivant avec les bêtes. Une femme d'Uruk lui apprit à manger du pain, boire du vin et parler. Peu à peu, il devint humain. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Gilgamesh et Enkidu s'affrontèrent dans un duel sans vainqueur. Ils devinrent alors les meilleurs amis et partirent ensemble tuer Humbaba, le gardien d'une forêt sacrée. Après un voyage périlleux, ils le vainquirent et rapportèrent du bois précieux, gagnant la gloire. Plus tard, la déesse Ishtar voulut épouser Gilgamesh. Il refusa, connaissant son passé avec ses amants. Furieuse, elle envoya un taureau céleste pour détruire Uruk. Les deux amis le tuèrent, sauvant la ville. Mais les dieux, irrités, décidèrent qu'Enkidu devait mourir. La mort d'Enkidu brisa Gilgamesh. Pour la première fois, il comprit la perte et se mit à craindre la mort. Il partit en quête d'Utnapishtim, survivant d'un grand déluge à qui les dieux avaient accordé l'immortalité. Gilgamesh traversa désert, mer et tunnels sombres, affronta lions, scorpions et dangers étranges. Utnapishtim lui raconta comment un dieu l'avait prévenu du déluge, lui permettant de sauver sa famille et les animaux à bord d'un grand bateau. Après coup, les dieux lui offrirent la vie éternelle, un don qu'on ne pouvait plus transmettre. Cependant, il parla d'une plante rendant la jeunesse. Gilgamesh la trouva, mais un serpent la déroba pendant son sommeil. Son espoir d'immortalité s'évanouit. De retour à Uruk, fatigué mais plus sage, il comprit que même les rois meurent. Mais les hommes survivent par leurs œuvres et leurs souvenirs. Devant les murailles de sa ville, il sut que son nom perdurerait. L'épopée de Gilgamesh parle d'amitié, de deuil, de peur et de quête de sens. Elle questionne la vie et la mort, rappelant que même les plus forts peuvent pleurer. Écrite en cunéiforme sur des tablettes d'argile, elle fut retrouvée en fragments que les chercheurs ont patiemment réunis. Les mots des scribes, figés dans le temps, purent être lus après des millénaires. Ce récit a voyagé des rives de l'Euphrate aux bibliothèques modernes, inspirant écrivains et artistes. Certains y voient le premier chapitre du grand livre de l'humanité. Dans le voyage de Gilgamesh se reflète celui de tous les hommes désirs de grandeur, douleur de la perte, recherche de réponses. Le monde a changé, mais les questions demeurent.
L'histoire de Gilgamesh nous rappelle que, même dans les plus anciennes civilisations, le cœur humain restait semblable au nôtre. La roue, la charrue et le grand bond en avant. Quand on pense aux inventions anciennes, on imagine souvent de grands temples ou de hautes statues. Pourtant, certains outils clés de l'histoire étaient petits, simples, en bois ou en pierre. En Mésopotamie, la roue et la charrue changèrent le monde. Elles aidèrent à mieux cultiver, se déplacer plus vite et bâtir des villes plus solides. Elles donnèrent aux humains plus de contrôle sur leur environnement. La roue naquit il y a des milliers d'années. Avant, on roulait les charges lourdes sur des rondins, lentement. Puis quelqu'un eut l'idée de fabriquer un disque rond fixé à un axe. Les premières roues vers 3500 av. JC étaient en bois massif, puis en sections plus légères et solides. D'abord utilisée pour la poterie, elle fut vite ajoutée aux chars et chariots, facilitant le transport du grain, de l'eau et des matériaux. Avec les chars, les fermiers transportaient plus au marché, les bâtisseurs déplaçaient briques et outils plus vite, et les commerçants reliaient les villes. Les distances semblaient plus courtes, le commerce et les voyages s'intensifiaient, aidant les villes à grandir. La charrue, inventée à la même époque, transforma l'agriculture. Avant elle, on creusait le sol à la main ou avec des bâtons, lentement et péniblement. La charrue, en bois renforcé de pierre ou métal, tirée par bœufs ou ânes, retournait la terre, éliminait les mauvaises herbes et favorisait les récoltes. Les champs s'agrandirent. La production augmenta, nourrissant plus de monde. Plus de nourriture signifia plus de population. Villages devinrent bourgs, puis villes. Les surplus permirent à certains de devenir artisans, tisserands, métallurgistes ou scribes. La charrue soutint cette diversification. Avec ces outils, les gens façonnèrent la terre, canaux pour irriguer, digues contre les inondations, forêts défrichées pour l'agriculture. La roue et la charrue transformèrent le travail dur en travail plus efficace. Elles se répandirent vite hors de Mésopotamie. L'Égypte, l'Inde, la Chine, l'Europe les adoptèrent, les améliorant avec pièces en métal, animaux plus forts, techniques nouvelles. Mais l'idée de base resta. Ces inventions changèrent aussi la perception du temps et de l'énergie. Avec chars et charrues, une personne faisait le travail de plusieurs, libérant du temps pour apprendre, créer, voyager ou établir des lois. On oublie leur importance. Aujourd'hui, voitures, tracteurs et magasins pleins semblent évidents, mais tout vient d'une première roue simple et d'une charrue en bois. Plus que des outils, elles furent des clés ouvrant la voie à de plus grandes villes, un meilleur commerce et de nouvelles idées. Elles aidèrent l'humanité à passer de la survie à la construction, au partage et au rêve. Dans la terre des champs anciens et sur les routes poussiéreuses, elles roulèrent et creusèrent leur chemin dans l'histoire, façonnant notre monde, un tour de roue et un sillon à la fois. Akkad est le premier empire. Alors que les villes de Sumer se disputaient terre et pouvoir, un nouveau chef montait au nord. Il s'appelait Sargon, et il venait d'un endroit nommé Akkad. À l'époque, Akkad n'était pas l'une des grandes cités sumériennes. Elle se trouvait au centre de la Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate. Mais Sargon avait une vision, unir ces villes en guerre sous un seul souverain, pas seulement comme voisins, mais comme un seul pays, gouverné par un seul roi. L'histoire de Sargon commence modestement. Selon la légende, il n'est pas né dans la royauté. Sa mère l'aurait placé dans un panier et l'aurait laissé dériver sur une rivière. Il fut trouvé et élevé par un jardinier avant de travailler comme échanson pour un dirigeant local. Avec le temps, il gagna la confiance, gravit les échelons du pouvoir et rassembla une armée. Il devint un chef puissant et usa de ses talents pour prendre le contrôle des villes une à une. Vers l'an 2330 avant notre ère, Sargon passa à l'action. Il vainquit le roi de la puissante cité d'Uruk, puis prit rapidement le contrôle de nombreuses villes voisines, dont Ur, Lagash et Nippur. Il s'étendit encore plus au sud et au nord, étendant son règne sur un vaste territoire. Sargon avait accompli ce que personne n'avait fait avant lui. Il créa le premier empire du monde, l'empire d'Akkad. Un empire est différent d'un simple royaume. Au lieu de régner sur une seule ville ou terre,
Un empire regroupe plusieurs terres, peuples et cultures sous un seul gouvernement. Sargon ne se contenta pas de vaincre ses ennemis, il les rassembla. Il fit d'Akkad la capitale et plaça des fonctionnaires de confiance à la tête de chaque région. Ces responsables collectaient les impôts, surveillaient le commerce et maintenaient l'ordre. Sargon restait au centre, guidant l'empire du sommet. Mais Sargon savait qu'il ne pouvait pas gouverner par la force seul. Il devait inspirer confiance, pas seulement la peur. Il utilisa donc des idées astucieuses pour gagner du soutien. Il maria des personnes de différentes régions pour créer des liens. Il laissa les coutumes locales et les dieux continuer d'être honorés. Il répandit la langue akkadienne pour que tout le monde puisse communiquer et obéir. Il créa aussi l'une des premières armées permanentes, un groupe de soldats entraînés, prêts à défendre l'Empire à tout moment. L'Empire d'Akkad apporta beaucoup de changements. Le commerce se développa. Les marchandises circulaient plus librement entre villes et régions. Les fermiers avaient plus de sécurité, sachant leurs terres protégées. Artistes et écrivains trouvèrent soutien dans la capitale. Des tablettes d'argile de cette époque contiennent des récits détaillés, des poèmes et des messages royaux. Un poème célèbre, appelé « La malédiction d'Akkad », fut écrit plus tard mais raconte comment l'empire est monté puis tombé. Sargon régna plus de 50 ans. À sa mort, son empire passa à ses fils puis à son petit-fils Naram-Sin. Naram-Sin se déclara roi des 4 coins du monde, signifiant qu'il croyait régner sur tout. Il se déclara même Dieu, chose jamais faite auparavant par un roi mésopotamien. Sous son règne, l'empire atteignit son plus grand étendue. Mais aucun empire ne dure éternellement. Après de nombreuses années de puissance, Akkad commença à rencontrer des difficultés. Des invasions de tribus montagnardes venues du nord se produisirent. Des catastrophes naturelles, inondations, sécheresses, famines frappèrent aussi. Face à ces épreuves, les habitants perdirent peu à peu confiance en leurs dirigeants. Des rébellions éclatèrent dans des villes lointaines. Peu à peu, l'empire se disloqua. Vers 2150 avant notre ère, l'empire d'Akkad s'effondra. La grande capitale d'Akkad disparut de l'histoire. Personne ne sait vraiment où elle se trouvait exactement. La région retrouva un patchwork de petits royaumes et cités, États. Mais l'idée d'empire resta. Sargon avait montré ce qui était possible. Son modèle de gouvernement, de puissance militaire et de leadership fut repris pendant des siècles. Les rois mésopotamiens et d'autres régions plus tard s'inspirèrent de l'exemple de Sargon. Ils bâtirent leurs propres empires, prétendant parfois être ses descendants. La mémoire d'Akkad survécut dans les histoires, les mythes et les légendes. Dans une terre autrefois pleine de voix séparées, Sargon créa une seule voix, un seul pouvoir, un seul empire. L'histoire d'Akkad nous parle d'ambition, de pouvoir et d'unité. Elle montre comment une seule personne, avec une vision et de la détermination, peut changer le monde. Elle rappelle aussi que même les plus grands empires peuvent tomber. Mais les idées qu'ils laissent derrière eux peuvent durer bien plus longtemps. Du poussière d'Akkad naquit le rêve d'empire, un rêve qui façonna l'avenir de la Mésopotamie et du monde au-delà. Le parcours de Sargon, de simple serviteur au premier empereur, résonne encore dans l'histoire, nous rappelant que la grandeur peut venir des lieux les plus inattendus. Babylone s'élève, Hammurabi et son code. Au cœur de la Mésopotamie, une nouvelle ville commença à grandir. Elle s'appelait Babylone. Au début, ce n'était qu'une petite ville parmi tant d'autres. Mais sous le règne d'un roi puissant et intelligent nommé Hammurabi, Babylone allait devenir l'une des villes les plus célèbres du monde antique. Elle deviendrait un centre de pouvoir, de culture et de justice. Et elle nous offrirait l'un des plus anciens codes de loi écrits de l'histoire, le code d'Hammurabi. Hammurabi régna sur Babylone il y a presque 4000 ans, vers 1792 avant J.C. Lorsqu'il arriva au pouvoir, Babylone n'était ni la plus grande ni la plus forte des villes. Mais Hammurabi avait un plan. Il voulait rassembler toutes les terres voisines sous son contrôle. Il utilisa à la fois la diplomatie et la guerre pour étendre son territoire. Il forma des alliances quand c'était utile et attaqua au bon moment. Peu à peu, ville après ville, il bâtit un empire. Son royaume s'étendait sur une grande partie de la Mésopotamie,
du golfe Persique au sud jusqu'aux montagnes du nord. Babylone devint la capitale, une ville animée et magnifique, remplie de marchés, de temples et de maisons. Des gens venaient de nombreuses régions pour échanger des marchandises et partager des idées. La ville vibrait d'énergie et de changement. Mais avec autant de personnes venues d'horizons différents, les problèmes étaient nombreux. Comment vivraient-ils ensemble? Quelles règles suivraient-ils? C'est là qu'intervint la plus célèbre réalisation d'Hammurabi. Hammurabi créa une liste de lois claires et écrites pour tous les habitants de son royaume. Ces lois furent gravées sur une grande pierre noire appelée stèle. Au sommet de la pierre, une gravure montre Hammurabi debout devant Shamash, le dieu de la justice. Le dieu lui remet un bâton et un anneau, symbole d'autorité. En dessous, les lois sont inscrites en cunéiforme, l'écriture de l'époque. La stèle comporte près de 300 lois. Elle couvre de nombreux aspects de la vie quotidienne, la famille, l'agriculture, le commerce, le travail et les punitions pour les crimes. Certaines lois nous paraissent aujourd'hui sévères. Par exemple, si quelqu'un volait dans un temple ou un palais, il pouvait être condamné à mort. Si un constructeur bâtissait une maison fragile qui s'effondrait en tuant le propriétaire, le constructeur risquait aussi la mort. Mais l'objectif de ces lois était d'apporter ordre et justice à un empire en pleine croissance. Une idée ressort clairement du code d'Hammurabi. La punition doit correspondre au crime. C'est de là que vient l'expression « œil pour œil ». Si quelqu'un cause un dommage, il doit souffrir du même dommage en retour. Mais le code n'était pas toujours égalitaire. La punition dépendait souvent de la classe sociale de la personne. Si un riche blessait un pauvre, la peine pouvait être légère. Mais si un pauvre blessait un riche, la punition pouvait être bien plus sévère. Malgré tout, le code d'Hammurabi fut une avancée importante. Il montrait que le roi voulait que tout le monde suive les mêmes règles. C'était l'une des premières fois dans l'histoire que des lois étaient écrites pour que tous puissent les voir. Plus personne ne pouvait dire qu'il ignorait la loi. Le message du roi était clair. La justice doit être connue et respectée. Le code contenait aussi des lois pour protéger les plus faibles. Il y avait des règles sur le traitement équitable des esclaves, les droits des femmes et la protection des enfants. Si un homme quittait sa femme sans raison, il pouvait être puni. Si une femme était faussement accusée, elle pouvait prouver son innocence par un procès. Ces règles peuvent paraître injustes selon nos standards actuels, mais à l'époque, elles apportaient structure et sécurité. Les lois d'Hammurabi n'étaient pas seulement appliquées dans les tribunaux, elles structuraient aussi la vie quotidienne. Les agriculteurs suivaient des règles sur l'usage des terres et de l'eau. Les marchands respectaient des règles sur le commerce et les prix. Les travailleurs avaient des contrats pour leur emploi. Ainsi, le code aidait chacun à connaître ses devoirs et ses droits. Il faisait fonctionner le royaume de manière plus ordonnée. Après la mort d'Hammurabi, son empire se désintégra peu à peu. De nouveaux dirigeants prirent le pouvoir, et Babylone changea de main plusieurs fois. Mais la mémoire d'Hammurabi resta vivante. Son code fut copié et étudié par des dirigeants ultérieurs. Il influença d'autres systèmes juridiques, même loin de la Mésopotamie. L'idée qu'un souverain doit donner des lois pour protéger le peuple devint une part durable de la civilisation. Aujourd'hui, la pierre originale portant le code d'Hammurabi est exposée dans un musée à Paris. Des chercheurs du monde entier ont étudié ces inscriptions. Beaucoup voient en ce code l'un des premiers signes de justice et d'équité dans l'histoire humaine. Hammurabi n'a pas seulement bâti un empire, il a créé un système. Un système où les gens pouvaient vivre selon des règles communes, résoudre leurs conflits en justice, et savoir que la justice venait de quelque chose de plus grand que la simple force. Dans la ville qu'il éleva et dans les lois qu'il grava, Hammurabi a laissé une trace qui perdure à travers les âges. La chute des villes. Inondations, famines et changements, les grandes villes de l'ancienne Mésopotamie se dressaient autrefois, fières et puissantes. Leurs murs étaient solides, leurs temples grandioses, et leurs rues pleines de marchands, d'ouvriers, de prêtres et de rois. Ces villes comme Uruk, Ur, Akkad et Babylone ont survécu pendant des centaines d'années. Elles ont inventé l'écriture, bâti des empires et façonné les débuts de la civilisation. Mais comme toute chose, même les plus grandes villes peuvent tomber. Parfois,
Elle tombe lentement, sur plusieurs générations. Parfois, elle tombe d'un coup, renversée par des forces incontrôlables. En Mésopotamie, la vie a toujours dépendu des fleuves. Le Tigre et l'Euphrate apportaient de l'eau, une terre fertile et un moyen de voyager. Mais ces fleuves étaient aussi dangereux. Ils pouvaient déborder sans prévenir, emportant maisons, récoltes et habitants. Une inondation pouvait détruire tout ce qu'une ville avait construit. Les canaux qui faisaient pousser les cultures pouvaient aussi causer des catastrophes s'ils se rompaient ou débordaient. Certaines inondations furent si importantes qu'elles sont devenues légendaires. Les récits anciens parlent d'un déluge gigantesque qui recouvrit la terre. Une version apparaît dans l'épopée de Gilgamesh. Une autre se retrouve plus tard, dans l'histoire de l'Arche de Noé. Ces récits pourraient venir de vraies inondations qui ont bouleversé la vie des gens pour toujours. Mais ce n'était pas seulement l'eau qui causait des problèmes. Parfois, il n'y en avait pas assez. Quand la pluie ne venait plus ou que les fleuves étaient trop bas, les cultures ne poussaient pas. Les champs devenaient secs. Les gens avaient faim. C'était la famine. Et elle pouvait être aussi mortelle qu'une inondation. Sans nourriture, les gens s'affaiblissaient. Ils quittaient leurs maisons à la recherche de terres meilleures. Les villes se vidaient. Les fermes étaient abandonnées. La vie devenait plus difficile pour tous. La famine amenait souvent d'autres problèmes. Quand la nourriture manquait, les gens se battaient pour ce qu'il restait. Les rois augmentaient les impôts pour acheter du grain, ce qui rendait la vie encore plus dure pour les pauvres. Certains dirigeants stockaient de la nourriture dans leurs temples, mais même ces réserves finissaient par s'épuiser. Si un roi ne pouvait pas nourrir son peuple, il perdait leur soutien. Avec le temps, des révoltes pouvaient éclater. Les sécheresses et les famines étaient parfois causées par des changements climatiques. Le climat changeait, et les terres autrefois fertiles devenaient sèches et craquelées. Le vent portait de la poussière au lieu de la pluie. Cela arrivait lentement, sur de nombreuses années, et personne ne pouvait vraiment l'arrêter. La terre qui avait autrefois fait naître les villes devenait leur plus grand défi. D'autres fois, les villes étaient attaquées de l'extérieur. Quand les cités mésopotamiennes s'affaiblissaient à cause de la faim ou de conflits politiques, elles devenaient des cibles faciles. Des tribus venues des montagnes ou des déserts y voyaient une occasion de prendre ce dont elles avaient besoin. Elles envahissaient, pillaient les temples, brûlaient les bâtiments. Certaines restaient et prenaient le pouvoir. D'autres détruisaient puis repartaient. Ces invasions brisaient l'ordre de la vie urbaine et laissaient des ruines derrière elles. Un exemple de chute est celui d'Akkad. Sous Sargon et son petit-fils Naram-Sin, Akkad devint un puissant empire. Mais après des années de règne, la terre commença à souffrir. La sécheresse frappa, les récoltes échouèrent. Les ennemis attaquèrent par le nord. Le peuple pensait que les dieux étaient en colère. Naram-Sin alla jusqu'à se déclarer Dieu lui-même, ce qui choqua beaucoup et apporta peu, être la peur au lieu de la loyauté. Finalement, l'empire s'effondra et la grande ville d'Akkad fut perdue. Aujourd'hui encore, personne ne sait exactement où elle se trouvait. Un autre exemple est celui d'Ur, l'une des plus anciennes et des plus grandes cités de Sumer. Elle possédait des igouras, des palais et des marchés animés. Mais avec le temps, elle s'affaiblit elle aussi. Les fleuves changèrent de cours. La mer se retira, le commerce ralentit, des envahisseurs arrivèrent. Peu à peu, ces bâtiments furent abandonnés. Le vent les recouvrit de sable. Le peuple partit et la ville se tut. Parfois, ce n'était pas une seule cause qui faisait tomber une ville. C'étaient plusieurs en même temps: inondations, famines, guerres et changements. Certains problèmes venaient de la nature, d'autres étaient causés par les hommes. Des dirigeants prenaient de mauvaises décisions. Les villes devenaient trop peuplées ou polluées. Les systèmes qui avaient si bien fonctionné finissaient par s'effondrer. Mais même quand les villes tombaient, les gens ne disparaissaient pas. Ils allaient ailleurs. Ils emportaient avec eux leur savoir-faire, leurs récits et leurs connaissances. Ils construisaient de nouveaux villages et recommençaient. Avec le temps, d'autres villes naissaient. De nouveaux empires se formaient. Le cycle de croissance et de chute continuait. Aujourd'hui, les archéologues fouillent les ruines de ces villes perdues. Ils y trouvent des poteries brisées, des murs écroulés et des tablettes d'argile enfouies dans la terre. Ces fragments nous aident à comprendre comment on vivait autrefois et pourquoi tout s'est arrêté.
Les villes disparues de Mésopotamie nous rappellent que même les sociétés les plus fortes peuvent rencontrer des difficultés. Mais elles nous montrent aussi que l'esprit humain persiste. Les gens apprennent, s'adaptent et reconstruisent. La chute des villes fait partie de l'histoire de la civilisation. Ce n'est pas une fin, c'est un tournant, une chance de recommencer autrement. Et dans la poussière de ce qui fut grand, les graines du futur attendent toujours de repousser. La bibliothèque d'Assurbanipal préservait le monde ancien. Il y a longtemps, dans la puissante ville de Ninive, vivait un roi qui aimait les livres plus que la guerre. Il s'appelait Assurbanipal et il gouvernait l'empire assyrien lors de ces dernières années. Contrairement à beaucoup de rois qui ne pensaient qu'aux batailles et aux conquêtes, Assurbanipal s'intéressait aussi au savoir. Il croyait que la connaissance était aussi puissante que les armées. Grâce à sa passion, il construisit quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Une bibliothèque royale remplie de la sagesse du monde ancien. Assurbanipal devint roi vers 669 av. GC. Il était bien éduqué et fier de l'être. Il savait lire et écrire plusieurs langues, dont le sumérien et l'akkadien. Ces langues anciennes de Mésopotamie s'écrivaient en cunéiforme sur des tablettes d'argile. La plupart des rois avaient des scribes pour lire à leur place, mais Assurbanipal n'en avait pas besoin. Il étudiait lui-même l'histoire, la science et les mythes. Il voulait rassembler autant de savoir que possible et le protéger pour les générations futures. Pour cela, il ordonna à ses fonctionnaires de parcourir l'Empire à la recherche de textes. Ils allèrent dans les temples, les villes et les maisons privées. Ils copiaient ou collectaient des tablettes venant de toute la Mésopotamie. Certaines étaient achetées, d'autres prises pendant les guerres. Peu à peu, la collection grandit. Au cœur de Ninive, dans le palais, un espace spécial fut aménagé pour stocker ces textes. Ce fut la bibliothèque d'Assurbanipal. La bibliothèque contenait plus de 30 tablettes d'argile. Elles étaient rangées soigneusement sur des étagères, organisées par sujet. Chaque tablette portait un numéro et un titre pour que chacun puisse retrouver ce qu'il cherchait. Certaines étagères étaient dédiées aux mythes et aux histoires, d'autres aux médecines, à l'astronomie, aux lois ou aux prières. Il y avait même des dictionnaires et des guides de grammaire pour aider avec les mots difficiles. L'un des textes les plus célèbres de la bibliothèque était l'épopée de Gilgamesh. Grâce à la collection d'Assurbanipal, cette histoire ne fut pas perdue avec le temps. Elle fut retrouvée dans sa bibliothèque plusieurs siècles plus tard, enfouie sous les ruines de Ninive. Sans son effort pour la préserver, nous n'aurions peut-être jamais connu le récit de Gilgamesh et Enkidu. Il y avait aussi beaucoup d'autres trésors. Certaines tablettes expliquaient comment soigner des maladies avec des herbes et des plantes. D'autres montraient comment lire les signes dans les étoiles ou dans les rêves des gens endormis. On y trouvait des archives sur les rois et les batailles, des listes de dieux et des guides pour les rituels. La bibliothèque reflétait le monde ancien, un lieu où religion, science et récits vivaient ensemble. Elle montrait aussi à quel point la connaissance mésopotamienne était avancée. Les médecins utilisaient la logique et l'observation pour soigner. Les astronomes pouvaient prévoir les éclipses et suivre le mouvement des planètes. Les mathématiciens utilisaient des tables pour résoudre des problèmes complexes. Ce n'était pas de simples superstitions ou des coups de chance. C'étaient les premiers pas vers la science et la raison. L'objectif d'Assurbanipal était clair. Il voulait que le savoir du passé survive. Il souhaitait que les futurs dirigeants apprennent de l'histoire, comprennent les dieux et prennent soin de leur peuple avec sagesse. Pour lui, les livres étaient des outils de pouvoir, pas pour faire du mal, mais pour guider. Mais même les plus grands rêves peuvent être détruits. Après la mort d'Assurbanipal, l'empire assyrien commença à se défaire. Les ennemis se rassemblèrent. En 612 av, GC, la ville de Ninive, fut attaquée et brûlée. Le palais fut détruit. La bibliothèque fut ensevelie sous les cendres et les décombres. Pendant des milliers d'années, elle fut oubliée. Puis, au XIXe siècle, des archéologues commencèrent à creuser dans les ruines de Ninive. Ils découvrirent des milliers de tablettes cassées, enfouies sous la terre. Morceau par morceau, elles furent nettoyées, triées et étudiées. En déchiffrant les signes sur les tablettes, les mots des anciens scribes reprirent vie. Des histoires restées silencieuses pendant des siècles purent être lues à nouveau. La découverte de la bibliothèque d'Assurbanipal fut l'une des plus grandes trouvailles de l'histoire.
Elle montra au monde que la Mésopotamie ancienne n'avait pas seulement bâti des villes et mené des guerres, elle avait aussi écrit, étudié et posé des questions profondes. Elle avait valorisé le savoir et cherché à le transmettre. Aujourd'hui, beaucoup de tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal sont conservées dans des musées. Les chercheurs les lisent encore, apprenant chaque année davantage. Certaines tablettes sont abîmées ou incomplètes, mais elles offrent toujours des indices sur la vie des gens, leurs croyances et leur façon de comprendre le monde. La bibliothèque d'Assurbanipal n'était pas juste une pièce remplie de livres, c'était un symbole de mémoire, un lieu où les voix du passé étaient gardées en sécurité. Elle nous rappelle que même en temps de puissance et de fierté, certains dirigeants choisirent de protéger les mots plutôt que de les détruire. Assurbanipal reste connu comme un roi, mais il fut aussi un collectionneur, un lecteur et un gardien du savoir. Sa bibliothèque nous montre la valeur de l'apprentissage et l'importance de garder vivant le passé. Dans un monde de batailles et d'empires, il nous a laissé quelque chose de plus durable, la sagesse du monde ancien, écrite dans l'argile, sauvée dans le silence, et aujourd'hui à nouveau entendue. La conquête perse est la fin d'une époque. Au milieu du XVIe siècle avant J.C., la Mésopotamie avait vu de nombreux empires s'élever et tomber. Les Sumériens, Akkadiens, Babyloniens et Assyriens avaient tous régné sur ces terres. Chacun avait laissé sa marque dans l'histoire. Mais une nouvelle puissance grandissait à l'est, au-delà des montagnes. C'était l'Empire perse, et il allait bientôt tout changer. L'Empire perse était dirigé par un souverain intelligent et juste nommé Cyrus le Grand. Il venait d'un peuple appelé les Perses, qui vivait dans la région que nous appelons aujourd'hui l'Iran. Au début, il n'était qu'un petit royaume parmi d'autres. Mais Cyrus avait une vision plus grande. Il voulait rassembler de nombreuses terres sous une seule autorité, non pas en détruisant tout, mais en respectant les cultures et les croyances des peuples. En 539, avant J.C. Cyrus fixa son regard sur Babylone, le cœur de la Mésopotamie. Babylone était encore une ville forte et riche, mais son empire s'affaiblissait. Les souverains, après Nabuchodonosor, n'avaient pas réussi à maintenir le royaume uni. Le peuple était mécontent. Certains se plaignaient des taxes trop élevées, d'autres ne faisaient plus confiance au roi. La ville était pleine de tensions. Cyrus approcha Babylone avec une grande armée, mais il n'attaqua pas avec le feu et la destruction. Au contraire, il utilisa un plan astucieux. Selon certains récits, il détourna le cours de l'Euphrate, qui traversait la ville. Quand le niveau de l'eau baissa, ses soldats s'infiltrèrent par le lit de la rivière et entrèrent dans la ville pendant la nuit. Il y eut peu de combats. La ville tomba rapidement et silencieusement. On dit même que beaucoup accueillirent les Perses à bras ouverts. Quand Cyrus entra à Babylone, il fit quelque chose d'inhabituel. Il respecta les temples et les dieux de la ville. Il ne détruisit pas les bâtiments, ni ne punissait la population. Au contraire, il prononça un discours disant qu'il venait apporter la paix. Il promit de laisser les exilés revenir dans leur terre d'origine. Un exemple célèbre fut celui des Juifs, déportés de Jérusalem par Nabuchodonosor. Cyrus leur permit de revenir et de reconstruire leur temple. Les actions de Cyrus furent gravées sur un cylindre d'argile, aujourd'hui connu sous le nom de cylindre de Cyrus. Beaucoup le considèrent comme la première déclaration des droits de l'homme. Dans ce texte, Cyrus explique comment il a restauré les temples, libéré les prisonniers et traité les gens avec justice. C'était un nouveau style de leadership qui ne gouvernait pas seulement par la peur, mais par la bonté et la compréhension. Avec Babylone sous contrôle perse, la longue série des empires mésopotamiens prit fin. Les traditions, langues et dieux du passé ne disparurent pas, mais l'ancien mode de gouvernance s'acheva. L'empire perse était bien plus grand et mieux organisé que tout ce qui avait existé auparavant. Il s'étendait de l'Inde à l'Égypte. Il reliait l'Est et l'Ouest comme jamais auparavant. Des poussières à la légende. Pourquoi la plus ancienne civilisation compte encore? Il y a bien longtemps, avant les pyramides d'Égypte, avant les murs d'Athènes, et bien avant que les villes modernes n'illuminent la nuit, des gens dans une terre lointaine ont commencé à bâtir quelque chose de nouveau. Ils ont façonné la boue en briques, construit des maisons et des temples, écrit sur de l'argile et parlé aux étoiles.
Ils vivaient entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Ce lieu s'appelait la Mésopotamie, et c'est là que naquit la première civilisation connue au monde. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, les villes de Mésopotamie sont silencieuses. Leurs murs se sont effondrés. Leurs temples sont redevenus poussière. Les gens qui arpentaient ces rues ont disparu depuis longtemps. Et pourtant, ce qu'ils ont créé est toujours vivant en nous. Leurs idées, leurs histoires et leur esprit ne sont pas perdus. Ils résonnent dans notre manière de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi la Mésopotamie compte encore pas seulement comme histoire, mais comme le début de ce que nous sommes. La Mésopotamie a offert au monde l'écriture. Avant les stylos, le papier ou les ordinateurs, ses habitants gravaient des signes dans de l'argile molle avec un outil en forme de coin. Ils ont créé le cunéiforme, la première langue écrite. Grâce à cela, ils gardaient des archives, racontaient des histoires, partageaient des lois et transmettaient le savoir. C'était le début d'une mémoire rendue permanente. Sans écriture, l'histoire ne serait que des récits transmis oralement, souvent oubliés ou transformés. Grâce à ces premiers scribes, nous pouvons encore lire leurs voix aujourd'hui. Ils nous ont aussi donné les villes. Avant la Mésopotamie, les gens vivaient dans de petits villages. Mais dans des lieux comme Uruk, Ur ou Babylone, des milliers de personnes se sont rassemblées pour vivre, travailler et prier. Ils ont construit des murs pour se protéger, des marchés pour échanger et des temples pour honorer leurs dieux. Ils ont créé des gouvernements, choisi des dirigeants et établi des règles pour la société. Cette nouvelle manière de vivre est devenue le modèle des villes dans le monde entier. Les premières lois venaient de Mésopotamie. Le code de Hammurabi fut écrit pour que tout le monde sache ce qui est juste ou non. C'était l'idée que la justice doit être équitable et que les règles s'appliquent à tous. Même si ces lois étaient strictes, elles ont introduit une idée puissante, celle que les dirigeants ne sont pas au-dessus des lois et que les gens ont des droits à respecter. Les Mésopotamiens regardaient aussi le ciel en quête de sens. Ils observaient les étoiles, comptaient le temps et tentaient de comprendre les mouvements des astres. Ils divisaient le jour en heures, le cercle en 360 degrés et l'année en mois. Ces outils fondamentaux du temps et de l'espace sont encore utilisés aujourd'hui dans les horloges, les cartes et les calendriers. Leurs mythes et leurs récits comme l'épopée de Gilgamesh exploraient la vie, la mort, l'amitié et la quête de sens. Ce n'étaient pas de simples contes pour divertir. C'étaient des réflexions profondes sur ce que signifie être humain. Le voyage de Gilgamesh vers l'immortalité nous parle encore aujourd'hui, nous rappelant que la recherche de vérité, d'amour et de sens est aussi ancienne que le temps lui-même. Alors pourquoi la plus ancienne civilisation compte-t-elle encore? Parce qu'elle nous montre le commencement de la civilisation. Elle nous rappelle comment les hommes ont commencé à poser des questions, à construire des communautés et à viser quelque chose de plus grand que la simple survie. Elle nous dit que les humains ont toujours été des rêveurs, des bâtisseurs, des écrivains et des penseurs. Elle nous enseigne aussi à quel point la civilisation peut être fragile. Les villes se sont élevées puis sont tombées. Des empires se sont construits puis détruits. Des inondations sont venues. Des sécheresses sont arrivées. Des ennemis ont envahi. Pourtant, à travers tous ces changements, l'esprit de la Mésopotamie a survécu, pas dans les briques ou les pierres, mais dans les idées et les savoirs transmis de génération en génération. Des poussières à la légende, pourquoi la plus ancienne civilisation compte encore? Il y a bien longtemps, avant les pyramides d'Égypte, avant les murs d'Athènes, et bien avant que les villes modernes n'illuminent la nuit, des gens dans une terre lointaine ont commencé à bâtir quelque chose de nouveau. Ils ont façonné la boue en briques, construit des maisons et des temples, écrit sur de l'argile et parlé aux étoiles. Ils vivaient entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Ce lieu s'appelait la Mésopotamie, et c'est là que naquit la première civilisation connue au monde. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, les villes de Mésopotamie sont silencieuses. Leurs murs se sont effondrés. Leurs temples sont redevenus poussière. Les gens qui arpentaient ces rues ont disparu depuis longtemps. Et pourtant, ce qu'ils ont créé est toujours vivant en nous. Leurs idées, leurs histoires et leur esprit ne sont pas perdus.
Ils résonnent dans notre manière de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi la Mésopotamie compte encore pas seulement comme histoire, mais comme le début de ce que nous sommes. La Mésopotamie a offert au monde l'écriture. Avant les stylos, le papier ou les ordinateurs, ses habitants gravaient des signes dans de l'argile molle avec un outil en forme de coin. Ils ont créé le cunéiforme, la première langue écrite. Grâce à cela, ils gardaient des archives, racontaient des histoires, partageaient des lois et transmettaient le savoir. C'était le début d'une mémoire rendue permanente. Sans écriture, l'histoire ne serait que des récits transmis oralement, souvent oubliés ou transformés. Grâce à ces premiers scribes, nous pouvons encore lire leurs voix aujourd'hui. Ils nous ont aussi donné les villes. Avant la Mésopotamie, les gens vivaient dans de petits villages. Mais dans des lieux comme Uruk, Ur ou Babylone, des milliers de personnes se sont rassemblées pour vivre, travailler et prier. Ils ont construit des murs pour se protéger, des marchés pour échanger et des temples pour honorer leurs dieux. Ils ont créé des gouvernements, choisi des dirigeants et établi des règles pour la société. Cette nouvelle manière de vivre est devenue le modèle des villes dans le monde entier. Les premières lois venaient de Mésopotamie. Le code de Hammurabi fut écrit pour que tout le monde sache ce qui est juste ou non. C'était l'idée que la justice doit être équitable et que les règles s'appliquent à tous. Même si ces lois étaient strictes, elles ont introduit une idée puissante, celle que les dirigeants ne sont pas au-dessus des lois et que les gens ont des droits à respecter. Les Mésopotamiens regardaient aussi le ciel en quête de sens. Ils observaient les étoiles, comptaient le temps et tentaient de comprendre les mouvements des astres. Ils divisaient le jour en heures, le cercle en 360 degrés et l'année en mois. Ces outils fondamentaux du temps et de l'espace sont encore utilisés aujourd'hui dans les horloges, les cartes et les calendriers. Leurs mythes et leurs récits comme l'épopée de Gilgamesh exploraient la vie, la mort, l'amitié et la quête de sens. Ce n'étaient pas de simples contes pour divertir. C'étaient des réflexions profondes sur ce que signifie être humain. Le voyage de Gilgamesh vers l'immortalité nous parle encore aujourd'hui, nous rappelant que la recherche de vérité, d'amour et de sens est aussi ancienne que le temps lui-même. Alors pourquoi la plus ancienne civilisation compte-t-elle encore? Parce qu'elle nous montre le commencement de la civilisation. Elle nous rappelle comment les hommes ont commencé à poser des questions, à construire des communautés et à viser quelque chose de plus grand que la simple survie. Elle nous dit que les humains ont toujours été des rêveurs, des bâtisseurs, des écrivains et des penseurs. Elle nous enseigne aussi à quel point la civilisation peut être fragile. Les villes se sont élevées puis sont tombées. Des empires se sont construits puis détruits. Des inondations sont venues. Des sécheresses sont arrivées. Des ennemis ont envahi. Pourtant, à travers tous ces changements, l'esprit de la Mésopotamie a survécu, pas dans les briques ou les pierres, mais dans les idées et les savoirs transmis de génération en génération. Quand les archéologues ont découvert les villes de Mésopotamie, ils ont trouvé plus que des murs brisés et de la vieille poterie. Ils ont trouvé des histoires. Ils ont trouvé la preuve que, dès les premiers jours, les hommes se souciaient de justice, de connaissance, de beauté et des étoiles. Ils ont trouvé les racines de l'écriture, de la loi, des mathématiques et de la science. Ils ont trouvé une part de nous-mêmes, nos premiers ancêtres, tendant la main à travers le temps. Dans notre monde qui va vite, il est facile d'oublier le passé. Mais se souvenir d'où nous venons nous aide à comprendre qui nous sommes. Les Mésopotamiens vivaient sans machines ni outils modernes. Pourtant, ils ont posé les bases de presque tout ce que nous possédons aujourd'hui. Leur sagesse ne s'est pas perdue. Elle est devenue une part de l'histoire humaine. Des poussières à la légende, des briques de boue au mythe, la Mésopotamie n'est pas seulement un chapitre dans un livre d'histoire, c'est le début de l'histoire que nous continuons d'écrire. Chaque loi que nous suivons, chaque ville où nous vivons, chaque lettre que nous écrivons porte un petit morceau de ce qu'ils ont commencé. Alors quand nous regardons la Mésopotamie, nous n'étudions pas seulement le passé. Nous écoutons les premiers murmures de la civilisation. Nous entendons les premières voix qui disaient « Construisons, apprenons et souvenons-nous ». Et c'est pourquoi encore aujourd'hui la plus ancienne civilisation compte toujours. Au commencement, le berceau de la civilisation,
Bien avant que les villes ne se remplissent de gens, avant l'écriture, les rois et les temples, le monde était calme. Pendant des milliers d'années, les hommes vécurent en petits groupes. Ils chassaient, cueillaient des plantes sauvages et se déplaçaient sans cesse. Pas de maisons en pierre ou en briques, seulement des tentes ou des huttes, pas de routes, de fermes ou de frontières. La vie était difficile, mais ils avaient l'essentiel: nourriture, eau, abri et les uns les autres. Puis, il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, le climat se réchauffa. De grands fleuves comme le Tigre et l'Euphrate traversaient la future Mésopotamie, au sol fertile. Il pleuvait assez pour faire pousser blé et orge sauvage. Les gens virent qu'ils pouvaient rester au même endroit et récolter plus que jamais. Ce fut le début de l'agriculture. D'abord, ils ramassaient les graines, puis les plantèrent volontairement. Ils apprirent à semer et récolter, apprivoisèrent moutons, chèvres, puis bovins. Ils n'avaient plus à suivre les troupeaux. Ils pouvaient s'installer, et cela changea tout. Des villages apparurent le long des rivières. On creusa des canaux pour irriguer. Les maisons, en briques de terre séchées au soleil, pouvaient être rondes ou carrées. À l'intérieur, on cuisinait, racontait des histoires, élevait les enfants. Les chiens aboyaient, les feux crépitaient. Les premières communautés naissaient. L'agriculture rendit la vie plus stable, mais amena de nouveaux problèmes. Mauvaises récoltes, inondations. Les habitants collaborèrent davantage, partageant outils et récoltes, stockant la nourriture dans des pots d'argile. Certains devinrent potiers, tisserands, fabricants d'outils. La vie se complexifia. Les villages devinrent bourgs, puis villes, avec murailles, portes et routes. Les temples en briques dominaient et étaient le centre de la vie. On croyait que les dieux y vivaient, veillant sur la population. Les prêtres dirigeaient prières et offrandes, notaient les dates importantes. Dans cette terre entre deux fleuves, l'Irak actuel naquit plus qu'une agriculture ou des constructions, un mode de vie. Ce fut le début de la civilisation. Vivre en grands groupes, bâtir des villes, suivre des règles, produire et partager la nourriture, résoudre les problèmes, créer écriture, art, religion et gouvernement, tout commença ici, dans le croissant fertile. Ce croissant, de l'Irak à l'Égypte, était fertile car propice aux cultures. Les récoltes prospéraient, les idées aussi. Pour compter et mesurer, on utilisa de petits jetons, puis on marqua l'argile. Les marques devinrent dessins, puis symboles, puis écriture. L'écriture permit d'enregistrer événements, contes, histoires, lois. Avec elle, l'histoire commença. On pouvait garder trace de ce qui s'était passé et pourquoi. Mais la vie en ville restait dangereuse. La richesse attirait les convoitises. Des groupes se disputaient terre et eau. On bâtissait des murailles où, parfois, on commerçait. Grains, tissus, métal. Conflits et échanges faisaient circuler les idées. Il est facile d'oublier ce qui naquit ici. Ville, agriculture, écriture, loi, religion, art, science. Tout ce qui façonne notre monde prit racine dans ce berceau de civilisation. Ce récit n'est pas celui d'un seul peuple. Sumer, Akkad, Babylone, Assyrie et d'autres disparus y ont toutes contribué. Le voyage, des huttes aux grandes cités, dura des millénaires. Mais tout commença quand quelques personnes s'installèrent près d'une rivière et plantèrent des graines. Dès lors, l'histoire humaine changea pour toujours. Émergeant des rives, la naissance de Sumer. Peu après que les hommes eurent commencé à cultiver et à bâtir des villages, quelque chose de nouveau apparut au sud de la Mésopotamie, près du golfe Persique. La première civilisation connue, Sumer. Dans cette région plate et marécageuse où les fleuves rejoignent la mer, naquirent les premières véritables villes. La terre de Sumer était difficile, était brûlant, peu de pluie, crue destructrice. Les Sumériens s'adaptèrent grâce aux canaux, digues et réserves d'eau. L'irrigation permit de cultiver blé, orge, dattes, oignons, lin. Les outils simples étaient tirés par des animaux. Avec plus de nourriture, les villes grandirent. Certains devinrent bâtisseurs, commerçants, potiers, bijoutiers, tisserands. D'autres observaient le ciel, mesuraient le temps. Chaque métier rendait la vie plus complexe. Les villes étaient centres de culture, commerce et religion. Uruk, Ur, Lagash, Eridu, villes de briques crues.
Large rue, haute muraille. Au centre s'élevait un ziggoura, immense tour-temple dédié au dieu local. On croyait les dieux au sommet, plus près du ciel. Seuls les prêtres gravissaient les marches pour accomplir les rituels. Des offrandes quotidiennes apaisaient les divinités. Les Sumériens pensaient que les dieux contrôlaient climat, fleuves, récoltes, vie et mort. Satisfaits, ils apportaient prospérité, irrités, malheur. La religion imprégnait lois, fêtes, comportements. Chaque ville était un royaume indépendant, avec roi, dieu, armée. Elle commerçait parfois, mais se disputait souvent l'eau, la terre, le pouvoir. Les soldats portaient lances et boucliers, des chars tirés par des ânes traversaient les plaines. Les murailles s'élevaient toujours plus. Les souverains n'étaient pas que chefs de guerre. Ils maintenaient l'ordre, faisaient appliquer les lois, dirigeaient les chantiers. Parmi eux, Gilgamesh, roi d'Uruk, mêlé de légendes, décrit comme 2 tiers-dieux. Son récit, l'épopée de Gilgamesh, première au monde, traitait de vie, mort, amitié, quête de sens, et fut recopié pendant des siècles. L'écriture occupait une place centrale. Au départ, simple marque sur argile pour compter, puis symbole tracé avec un calame de roseau. Ce cunéiforme servait à noter commerce, loi, prière, récit. Les scribes, formés dans temples, palais et écoles, étaient essentiels. Grâce à eux, nous connaissons Sumer. Le commerce était vital. Sans pierre, métal ni bois, Sumer échangeait culture, laine, artisanat contre cuivre, étain, or, bois. Bateaux et caravanes reliaient la région à la vallée de l'Indus et aux montagnes d'Iran. Les Sumériens progressèrent en mathématiques et sciences. Journée divisée en 12 heures de jour et 12 de nuit, système basé sur 60 encore utilisés pour minutes et secondes. Observation des étoiles, premiers calendriers agricoles et festifs. Sumer fut une terre de premières, ville, écriture, roi, épopée. Le passage des villages à la civilisation prit des siècles, mais posa les bases de celles qui suivirent. Aujourd'hui, bien que cette terre soit silencieuse et recouverte de poussière, l'histoire de Sumer rappelle jusqu'où l'homme peut aller en s'unissant, rêvant grand et bâtissant pour durer. Le don de l'écriture. Des jetons au cunéiforme. Il y a des milliers d'années, quand les premières villes surgirent en Sumer, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les gens commencèrent à consigner des informations, non seulement par image ou histoire, mais avec des marques imprimées dans l'argile. Ce fut le début de l'écriture, et le monde changea à jamais. Elle apparut lentement, sur plusieurs siècles. Au départ, de petits jetons d'argile servaient à compter les biens. Un rond pour un mouton, un cône pour une mesure de grain. Si quelqu'un donnait 10 moutons, il recevait 10 jetons ronds. Plus tard, on enferma ces jetons dans des boules d'argile scellées, avec des marques à l'extérieur indiquant leur contenu. Finalement, on comprit qu'il suffisait de presser directement les marques sur une tablette d'argile plate. Les premiers écrits concernaient surtout les affaires, échanges commerciaux, impôts, réserves, travailleurs. L'écriture devint essentielle pour gérer des villes grandissantes. Le premier système d'écriture, le cunéiforme, en forme de coin, utilisait un calame en roseau pressé dans l'argile molle. Les tablettes séchées ou cuites pouvaient durer des millénaires. D'abord simple dessin, les symboles devinrent plus abstraits, capables de représenter objets, sons, noms et idées. L'apprentissage, long et difficile, était réservé à une élite, les scribes. Formés dans des écoles souvent liées au temple, ils passaient leur journée à copier, compter, apprendre loi et maths. Métier respecté, ils travaillaient pour rois, temples, commerçants, juges, tenant registre, rédigeant contrats, prières et chants. L'un des plus anciens textes connus est une liste de métiers et de biens, preuve du rôle pratique de l'écriture. Plus tard vinrent lettres, lois, poèmes, histoires certaines conservées plus de 4000 ans. L'épopée de Gilgamesh, célèbre récit mésopotamien, raconte les aventures d'un roi, son amitié avec un homme sauvage et sa quête de vie éternelle. On y retrouve des thèmes universels, perte, courage, peur, espoir. Écrite en cunéiforme, elle fut transmise durant des siècles. L'écriture fit progresser les sciences.
Observation des étoiles, suivi des saisons, description de plantes et traitements médicaux, liste d'animaux et de villes, problèmes mathématiques, système de mesure du poids, de la distance et du temps. Avant, les lois étaient orales. Avec l'écriture, elles purent être fixées et partagées. Exemple célèbre. Le code de Hammurabi, gravé dans la pierre et exposé au public, couvrant commerce, agriculture, mariage, crime donnant un sentiment d'ordre, même si les règles étaient dures. Le cunéiforme franchit les frontières de Sumer, adoptées par Acadiens, Babyloniens, Assyriens, chacun y ajoutant sa langue et son style, tout en gardant le principe des marques sur argile. Les scribes transmettaient leur savoir de génération en génération. L'écriture fut l'une des plus grandes inventions humaines, permettant de transmettre idées et savoirs à travers le temps et l'espace. Elle aida à bâtir des villes, gouverner des empires, préserver la culture. Ce qui débuta comme de simples marques devint la clé de la mémoire, des lois et du savoir, des jetons aux tablettes, des listes aux légendes. Elle offrit aux humains un moyen de parler pour toujours même après la disparition des murs et des temples. Rois, prêtres et lois du pays. Au début de la civilisation, la vie à Sumer changeait vite. On cultivait la terre, échangeait des biens, construisait et élevait des familles. Mais à mesure que les villes grandissaient, il fallut des dirigeants pour maintenir l'ordre, résoudre les problèmes et protéger la population. C'est alors que rois et prêtres prirent du pouvoir, formant les premiers gouvernements, faisant des lois et guidant la vie quotidienne. D'abord, les prêtres dirigeaient. On croyait que les dieux contrôlaient tout pluie, récolte, santé, guerre. Messagers entre humains et Dieu, ils savaient prier, offrir dons et demander bénédiction. Temples et prêtres jouissaient donc d'un grand respect. Les temples servaient aussi de centre de stockage, d'éducation et de décision. Puis, avec les guerres, apparut le roi guerrier. Il menait l'armée, faisait respecter les lois, construisait palais et canaux, et affirmait gouverner avec l'accord divin, certains se disant même Dieu. Les rois occupèrent la position la plus haute, mais les prêtres restaient influents. Ensemble, ils dirigeaient et veillaient à l'obéissance. Le roi devait organiser les chantiers, protéger la ville, gérer inondations, famines ou maladies et juger les crimes. Pour mieux maintenir l'ordre, on créa des lois écrites, définissant ce qui était permis et les peines. Le plus célèbre code fut celui d'Hammurabi. Hammurabi régna sur Babylone il y a près de 4000 ans. Il fit graver ses lois sur une haute colonne de pierre placée en public, afin que tous connaissent les règles. Ce code couvrait commerce, agriculture, mariage, vol, blessures. Certaines lois étaient sévères, œil pour œil, mais elles apportaient justice et ordre. Les lois montraient aussi une inégalité. Riches, pauvres, esclaves, citoyens libres ne recevaient pas toujours la même punition. Pourtant, les lois écrites représentaient un progrès. Elles ne pouvaient être modifiées à volonté et chacun savait ce qu'on attendait de lui. Le gouvernement se diversifia. Scribes tenaient registre, collecteurs d'impôts rassemblaient grains et biens, juges tranchaient conflits. Soldats maintenaient la paix, messagers portaient nouvelles. Chacun avait un rôle dans la cité. Temples et palais symbolisaient le pouvoir. Les temples montraient la faveur divine, les palais la force du roi. Les murs intérieurs étaient ornés, l'extérieur gardé par statues de lion ou taureau. Religion et politique étaient liées. Un roi sans soutien du temple risquait de perdre celui du peuple. Festivals, rituels et prières rythmaient la vie publique. Avec le temps, d'autres villes et empires adoptèrent ce modèle roi, prêtre, lois écrites, gouvernement fort. Mais tout commença à Ur, Uruk, Babylone, là où l'on apprit à vivre ensemble, établir règles et choisir dirigeants. Ce système assura sécurité, résolution des conflits et communautés solides. Il façonna la vie quotidienne et fit croître les civilisations. L'idée que dirigeants soient choisis, lois respectées et justice équitable reste une valeur partagée aujourd'hui. Tout cela prit racine dans la terre entre deux fleuves, où rois et prêtres régnaient depuis palais et tours de temple. Conflits et conquêtes. Les cités, États en guerre. Au début de la Mésopotamie, les villes devenaient fortes et fières. Chacune avait son dirigeant, son dieu et son mode de vie.
Uruk, Ur, Lagash et Kish étaient de grands centres de commerce, d'agriculture et de religion. Mais à mesure qu'elles grandissaient, leur faim de terre, d'eau et de pouvoir augmentait, menant à des conflits et à la guerre. Au départ, on se battait surtout pour défendre maisons et nourriture. Puis, avec la rivalité des cités, des armées se formèrent, composées de paysans, ouvriers et serviteurs entraînés. Certains portaient lances, boucliers, arcs ou haches. Les chefs utilisaient des chars en bois tirés par des ânes, ancêtres des chars de guerre, offrant un avantage sur terrain découvert. La principale cause des combats était le contrôle, surtout de l'eau. Les rivières étaient vitales mais imprévisibles. Les villes construisaient canaux et barrages, parfois bloquant l'eau d'une autre, provoquant querelles et guerres. La terre fertile était aussi rare, surtout près des rivières. Plus de terre signifiait plus de nourriture et donc plus de pouvoir. Une guerre célèbre opposa Lagash et Umma pour une parcelle agricole. Le roi de Lagash, Ianatom, vainquit Umma et grava son exploit sur la stèle des vautours, montrant soldats en rang et oiseaux survolant le champ de bataille, l'une des premières images d'une guerre organisée. Les cités se protégeaient par de hauts murs et des portes solides. Des gardes surveillaient les routes, les armées s'entraînaient, les armes étaient stockées dans temples et palais. Certaines engageaient des mercenaires, payés en nourriture ou argent. Avec le temps, certains rois voulurent plus d'une ville. Lugalzagési, roi d'Umma, conquit plusieurs cités et se proclama roi de la terre. Mais il fut vaincu par Sargon d'Akkad, chef d'une puissante armée, qui devint le premier à unir les cités. État en un empire couvrant une grande partie de la Mésopotamie, le premier empire connu au monde. Sargon montra qu'on pouvait régner sur plusieurs villes. La guerre devint plus ambitieuse, batailles plus vastes, armes améliorées, rois cherchant à étendre leur territoire. Malgré la destruction, la guerre diffusa idées et savoirs. Les armées transportaient outils, langues et croyances. Après une conquête, populations et cultures se mêlaient. Certaines villes renaissaient sous un nouveau pouvoir, d'autres disparaissaient. Les Mésopotamiens vivaient entre fierté et peur. Fiers de leurs villes et dieux, ils savaient que le danger pouvait surgir de l'autre côté de la rivière ou des collines. L'essor urbain apporta écriture et agriculture, mais aussi rivalité et nécessité de se battre. La guerre façonna le monde ancien, bâtissant des empires et détruisant des royaumes, laissant gloire et chagrin. Les cités et États ont disparu, mais leurs batailles restent gravées dans la pierre, inscrites sur l'argile et dans la mémoire de l'histoire. Commerce, voyage et les premiers liens mondiaux. Dans le monde ancien, avant les avions, les trains ou les autoroutes, les gens trouvaient pourtant des moyens de se connecter les uns aux autres. Bien avant les téléphones ou Internet, les marchandises, les idées et les histoires circulaient de lieu en lieu. Le commerce et les voyages étaient les ponts entre des terres lointaines. En Mésopotamie, le commerce était bien plus qu'un simple échange, c'était le début de liens mondiaux, un réseau discret de personnes aidant à façonner l'avenir, un voyage à la fois. La Mésopotamie regorgeait de nombreuses richesses, comme le grain, la laine et les dattes. La terre entre les fleuves pouvait faire pousser des cultures et élever des animaux. Mais elle manquait d'autres matériaux importants. Il n'y avait pas de forêt pour le bois, pas de montagne pour la pierre et peu de métaux à extraire. Si les gens voulaient du cuivre, de l'étain, de l'or ou des pierres précieuses, ils devaient les obtenir de loin. Alors, ils commerçaient. Les commerçants chargeaient leurs marchandises sur des ânes ou les plaçaient dans des bateaux. Ils traversaient déserts et rivières. Ils suivaient des routes souvent dangereuses mais aussi pleines d'opportunités. Certains voyages duraient des jours, d'autres des semaines, voire des mois. Mais les marchands continuaient transportant la laine dure jusqu'au golfe Persique ou ramenant de l'étain des montagnes vers le cœur de Sumer. Les fleuves étaient comme des autoroutes. L'Euphrate et le Tigre permettaient aux bateaux de voyager rapidement de ville en ville. Les canaux facilitaient l'accès aux villes intérieures. Des bateaux en bois, étanchéifiés à la braie, descendaient ces fleuves chargés de grains, d'huile, de vin et de tissus. Au retour, ils transportaient du cuivre d'Oman, du lapis-lazuli d'Afghanistan et de l'ivoire d'Inde. L'un des plus anciens centres commerciaux connus était la ville d'Ur. Située près de l'embouchure de l'Euphrate, elle devint un port très actif.
Les navires arrivaient et repartaient, apportant de nouveaux produits et de nouvelles personnes. D'autres villes, comme Marie sur l'Euphrate supérieur, s'enrichirent aussi grâce au commerce. Les marchés regorgeaient de marchandises venues de nombreuses terres et les marchands parlaient différentes langues. Certains utilisaient des traducteurs, d'autres se servaient de gestes ou de dessins. Mais le commerce ne concernait pas que les biens matériels. Il aidait aussi à diffuser les idées. Quand des gens de différents endroits se rencontraient, ils partageaient plus que des produits. Ils partageaient des histoires, de la musique, de l'art et des croyances. Un outil inventé dans une ville pouvait être reproduit dans une autre. Une nouvelle poterie ou un bijou pouvait devenir populaire bien loin. Même les systèmes d'écriture et les lois voyageaient avec les marchands et les scribes. Les archives montrent que certaines villes avaient même des bureaux ou des logements réservés aux commerçants de passage. Ces invités étaient traités avec respect. On les voyait comme des apporteurs de richesses et de nouvelles. Le commerce rendait les villes plus riches, mais il les rendait aussi plus liées entre elles. Les gens commençaient à comprendre qu'ils faisaient partie d'un monde plus grand. L'un des liens commerciaux les plus importants reliait la Mésopotamie à la vallée de l'Indus, ce qui correspond aujourd'hui au Pakistan et à l'Inde. Ces deux régions lointaines commerçaient dès 2500 avant notre ère. De petits sceaux fabriqués dans la vallée de l'Indus ont été retrouvés dans les villes mésopotamiennes. Ces sceaux servaient à marquer les marchandises et à prouver à qui elles appartenaient. En échange, les Mésopotamiens envoyaient leurs propres produits vers l'Indus. Même séparées par la distance, ces deux régions formaient un lien fort. Au nord, la Mésopotamie commerçait avec les habitants d'Anatolie, la région que nous appelons aujourd'hui la Turquie. C'est là qu'ils obtenaient de l'argent et d'autres métaux. À l'ouest, ils atteignaient les terres proches de la mer Méditerranée. Certains produits arrivaient même jusqu'en Égypte. Peu à peu, une toile de commerce s'étendait sur une grande partie du monde ancien. Les voyages n'étaient pas toujours sûrs. Les routes étaient difficiles et des bandits guettaient parfois pour attaquer. Les tempêtes pouvaient faire sombrer les navires, mais la promesse du profit poussait les marchands à continuer. Beaucoup voyageaient en groupe ou avec des gardes. Certaines villes construisaient des murs pour protéger leurs marchés et des tours de guet pour surveiller les routes. Parfois, temples et palais délivraient des permis de voyage ou protégeaient les routes commerciales. Au fil du temps, les rois comprirent l'importance du commerce. Ils signèrent des traités, construisirent des routes et accueillirent les marchands étrangers. Ils percevaient des taxes sur les marchandises et utilisaient cet argent pour agrandir leur ville. Le commerce aidait les empires à grandir. Il apportait non seulement richesse, mais aussi savoir, et il reliait les peuples d'une manière qu'on n'avait jamais imaginée auparavant. Même après la montée et la chute des empires, les routes commerciales restaient souvent les mêmes. Longtemps après la disparition des Akkadiens, les marchands suivaient encore les anciens chemins fluviaux et les pistes du désert. Ces routes allaient plus tard faire partie de la grande route de la soie qui reliait l'Est et l'Ouest pendant des milliers d'années. Au final, le commerce et les voyages furent parmi les forces les plus puissantes du monde ancien. Ils rapprochaient les peuples à travers de grandes distances. Ils répandaient non seulement des marchandises, mais aussi des rêves, des questions et des idées. Et ils montraient que dès les premiers jours de la civilisation, les hommes regardaient déjà au-delà de leurs frontières, cherchant quelque chose de nouveau, tendant la main au-delà des limites et construisant un monde plus vaste que n'importe quelle ville. Mathématiques, astronomie et mesure du temps. Quand on pense à l'ancienne Mésopotamie, on imagine souvent des villes en briques de boue, de grands rois et des temples imposants. Mais il y avait un autre aspect de ces premiers habitants, celui qui levait les yeux vers les étoiles, mesurait la terre et essayait de comprendre le passage du temps. Les Mésopotamiens n'étaient pas seulement des bâtisseurs et des guerriers, ils étaient aussi des penseurs, des inventeurs et des observateurs. Ils ont donné au monde certains des premiers systèmes de mathématiques, d'astronomie et de mesure du temps, des outils que nous utilisons encore aujourd'hui, sous une forme ou une autre. Les mathématiques ont commencé comme un moyen de résoudre des problèmes quotidiens. Il fallait compter les animaux, suivre la nourriture et mesurer les terres. Les agriculteurs devaient savoir combien de graines planter, les commerçants devaient savoir combien facturer, les temples percevaient des impôts et devaient tenir des registres précis. Tout cela nécessitait des nombres. Les Sumériens,
l'un des premiers peuples de Mésopotamie, ont développé un système de numération basé sur 60. C'est différent du système que nous utilisons aujourd'hui, basé sur 10. Mais cela leur convenait très bien. Parce que 60 peut être divisé par plusieurs nombres, 2, 3, 4, 5 et 6, cela facilitait le comptage et la division dans bien des cas. Ce système est encore présent de façon surprenante aujourd'hui. Il y a 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 360 degrés dans un cercle. Tout cela vient des anciens Mésopotamiens. Leur manière de penser les nombres a influencé notre façon de mesurer le temps et l'espace, même aujourd'hui. Ils ont aussi créé des symboles pour représenter les nombres et ont appris à les écrire sur de l'argile en utilisant le cunéiforme. Un petit coin représentait 1, un coin plus grand valait 10. Ces symboles se combinaient pour écrire des nombres plus grands. Avec le temps, ils ont même trouvé des méthodes pour additionner, soustraire, multiplier et diviser. Ils pouvaient résoudre des problèmes comme le partage des terres ou le calcul de la surface d'un champ. Ils utilisaient des tables d'aide, un peu comme les élèves utilisent aujourd'hui des tableaux de mathématiques. Les mathématiques étaient aussi liées à la construction. Temples, palais et canaux devaient être mesurés avec précision. Les bâtisseurs avaient besoin de connaître les longueurs, hauteurs et angles. L'usage des mathématiques les aidait à construire des structures solides et bien planifiées. Cela aidait aussi à mettre en place des systèmes justes pour le commerce. En utilisant des poids et mesures standards, acheteurs et vendeurs pouvaient s'accorder sur les prix. Au fur et à mesure qu'ils maîtrisaient mieux les mathématiques, ils ont aussi commencé à observer le ciel. Ils ont remarqué des motifs dans les étoiles et les mouvements de la lune. Ils suivaient le lever et le coucher du soleil ainsi que le changement des saisons. Ces premiers observateurs furent parmi les premiers astronomes. Ils n'avaient pas de télescope, mais leurs yeux, leurs registres et une grande curiosité pour le monde céleste. Le ciel avait une importance à la fois pratique et religieuse. Les agriculteurs devaient savoir quand planter et récolter. Les prêtres voulaient choisir le bon moment pour les cérémonies. En observant le ciel, ils pouvaient créer des calendriers et organiser leur vie. Les Mésopotamiens divisaient l'année en 12 mois, basés sur les cycles lunaires. Chaque mois commençait avec la nouvelle lune. Ils divisaient aussi la journée en 2 parties, jour et nuit, puis plus tard en heures. Leur suivi précis du temps leur permit de créer l'un des premiers calendriers. Ils savaient distinguer les étoiles fixes de celles qui se déplaçaient dans le ciel. Celles qui bougeaient étaient appelées étoiles errantes, ce que nous appelons aujourd'hui des planètes. Ils donnaient des noms à ces corps célestes et les reliaient à leurs dieux. Jupiter, Vénus, Mars et d'autres planètes faisaient partie de leurs croyances. Ce que nous appelons aujourd'hui l'astrologie utilisait les étoiles pour prédire des événements était étroitement lié à leur astronomie. Une de leurs réalisations les plus impressionnantes fut la capacité de prédire les éclipses. En observant la Lune et le Soleil, ils apprenaient à deviner quand l'un bloquerait l'autre. Cela témoignait d'une grande habileté et d'une observation minutieuse. Cela donnait aussi du pouvoir aux prêtres et aux savants qui comprenaient le ciel. Les gens croyaient que ce savoir venait des dieux. Sur des tablettes d'argile retrouvées par les archéologues, on voit à quel point les Mésopotamiens tenaient au nombre et aux cieux. Ces tablettes contiennent des cartes des étoiles, des tables de nombres et des listes de dates importantes. Certaines étaient utilisées dans les écoles pour enseigner les mathématiques et l'astronomie. D'autres étaient conservées dans les temples ou les palais pour un usage officiel. Grâce aux mathématiques et à l'astronomie, les Mésopotamiens ont relié la terre au ciel. Ils ont utilisé les nombres pour façonner leurs villes et les étoiles pour guider leur calendrier. Ils ont compris le monde en le mesurant, en le comptant et en l'observant attentivement. Leurs efforts ont préparé le terrain pour les futurs scientifiques de Grèce, d'Égypte et d'ailleurs. Même aujourd'hui, quand nous regardons une horloge, utilisons un calendrier ou étudions les étoiles, nous utilisons des idées explorées pour la première fois par les Mésopotamiens. Ils ont vécu il y a des milliers d'années, mais leurs pensées brillent encore comme des étoiles anciennes, illuminant le ciel moderne. De nouveaux pouvoirs émergent. L'Assyrie est la construction d'un empire, alors que les anciennes villes de Sumer disparaissaient et que le grand empire d'Akkad s'effaçait, la Mésopotamie ne resta pas silencieuse bien longtemps. De nouvelles villes surgirent à leur place. De nouveaux dirigeants prirent le pouvoir.
Parmi eux, un royaume devint plus fort que les autres. Il naquit au nord, près du haut Tigre. Son nom était l'Assyrie, et il allait devenir l'un des empires les plus puissants que le monde ait jamais connus. Au début, la Syrie n'était qu'un petit royaume. La ville d'Ashur, du nom du dieu Ashur, en était le cœur. Les Assyriens étaient fiers et durs. Ils vivaient dans une terre de collines rocheuses, au climat plus froid, avec moins de terres agricoles que dans le sud de la Mésopotamie. Cela rendait la vie plus difficile, mais les rendait aussi plus forts. Ils devinrent de bons chasseurs, commerçants et guerriers. Pendant de nombreuses années, la Syrie fut dominée par d'autres puissances. Située entre des royaumes plus grands, elle fut souvent envahie. Mais avec le temps, les Assyriens commencèrent à riposter. Ils formèrent de fortes armées et construisirent de hauts murs autour de leur ville. Peu à peu, ils commencèrent à grandir, prenant les terres voisines et repoussant leurs ennemis. Le vrai changement arriva quand les Assyriens commencèrent à bâtir un empire. Ils ne voulaient pas seulement une ville ou une région. Ils voulaient tout gouverner. Pour cela, ils avaient besoin de plus que des soldats. Ils avaient besoin d'un système. Les Assyriens étaient des organisateurs experts. Ils construisirent des routes pour relier leurs villes. Ils mirent en place un service postal avec des messagers qui transportaient les nouvelles à travers l'Empire. Ils divisèrent leurs terres en régions, chacune dirigée par un gouverneur choisi par le roi. Ces gouverneurs collectaient les impôts, maintenaient l'ordre et suivaient les ordres royaux. Mais c'est leur armée qui fit la renommée ou la peur de la Syrie. L'armée assyrienne était l'une des plus puissantes du monde antique. Elle était nombreuse, bien entraînée et pleine de nouveautés. Ils utilisaient des armes en fer plutôt qu'en bronze, ce qui les rendait plus forts. Ils construisaient des tours de siège pour attaquer les murs des villes et utilisaient des béliers pour enfoncer les portes. Ils marchaient en rang serré et obéissaient vite aux ordres. Les Assyriens étaient connus pour leur dureté en guerre. Si une ville résistait, elle pouvait être détruite. Ses habitants pouvaient être déportés et forcés de vivre ailleurs. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était une stratégie. En déplaçant les populations, les Assyriens brisaient les groupes locaux et rendaient les révoltes plus difficiles. Mais cela signifiait aussi que des gens de nombreux horizons finissaient par vivre ensemble, ce qui diffusait idées et cultures dans tout l'Empire. Les rois d'Assyrie régnaient avec un grand pouvoir. Ils croyaient que leur force venait des dieux, surtout d'Ashur. Les rois menaient les armées en personne et étaient souvent vus comme de puissants guerriers. Parmi les rois les plus célèbres, on compte Tiglath-Phalazar III, Sargon II, Sénachérib et Assurbanipal. Chacun ajouta de nouvelles terres à l'Empire et laissa derrière lui de grands monuments et archives. Par exemple, Sénachérib construisit une magnifique capitale à Ninive. Elle avait de larges rues, des jardins et de grands palais. Il créa aussi des canaux pour amener l'eau en ville et décorait les murs de son palais avec des images de ses victoires. Mais le plus grand roi assyrien en matière de savoir fut Assurbanipal. Il aimait la connaissance et les livres. Il bâtit l'une des premières grandes bibliothèques du monde à Ninive. Elle contenait des milliers de tablettes d'argile avec des histoires, des lois, des lettres et des sciences. L'un des textes les plus célèbres de sa bibliothèque était l'épopée de Gilgamesh, qui aurait peu être été oublié sans lui. Malgré leur puissance, les Assyriens se firent beaucoup d'ennemis. Leur règne sévère provoquait la colère dans les terres conquises. Après des centaines d'années au sommet, leur empire commença à s'affaiblir. De nouveaux groupes montèrent pour les défier, notamment les Babyloniens au sud et les Mèdes des montagnes. En 612 av, J.C., la ville de Ninive, fut attaquée et détruite. Le grand empire assyrien prit fin. Ses villes furent brûlées et son pouvoir disparut. Mais la mémoire de l'Assyrie survécut. Les gens se souvenaient de ses rois, de ses bâtiments et de sa force. Les Assyriens montrèrent au monde comment construire et gérer un vaste empire. Ils utilisèrent routes, lois, gouverneurs et armées pour le maintenir uni. Les empires plus tardifs, comme ceux de la Perse et de Rome, apprirent de leur exemple. Ils montrèrent aussi la puissance des idées. Par le commerce et la conquête, ils répandirent le savoir à travers le monde antique. Leurs bibliothèques aidèrent à préserver histoire et science pour les générations futures. Même si leur règne fut souvent dur,
les Assyriens jouèrent un rôle majeur dans la formation du monde antique. Ils passèrent d'une petite ville à la maîtrise d'un vaste territoire. Ils construisirent des routes, firent la guerre, déplacèrent des peuples et gravèrent leur histoire dans l'argile. Et à travers tout cela, ils portèrent la flamme de la civilisation vers l'avenir. Les Chaldéens et Babylone sous Nabuchodonosor. Après la chute de l'Empire assyrien, la région de Mésopotamie entama un nouveau chapitre. Beaucoup avaient souffert sous la domination assyrienne, et désormais, ils voyaient une chance de reprendre le pouvoir. Parmi ces groupes, il y avait les Chaldéens. Ils venaient du sud de la Mésopotamie, près de la ville d'Ur. Pendant des années, ils avaient vécu dans l'ombre d'empires plus puissants. Mais maintenant, ils étaient prêts à s'élever. Les Chaldéens s'allièrent avec un autre groupe puissant, les Mèdes. Ensemble, ils attaquèrent les villes assyriennes. En 612 avant J.C., ils détruisirent Ninive, le cœur de l'empire assyrien. Des ruines naquit un nouvel empire, l'empire néo-babylonien. Au centre de ce nouveau pouvoir se trouvait la ville de Babylone. Babylone avait déjà une grande importance bien avant cette époque. Elle avait été gouvernée par Hammurabi, le célèbre roi qui créa l'un des premiers codes de loi au monde. Mais sous Nabuchodonosor II, roi chaldéen, Babylone allait atteindre des sommets encore plus grands. Elle devint la ville la plus riche et la plus belle du monde. Nabuchodonosor monta sur le trône en 605 avant J.C.C. C'était un souverain fort, connu pour ses talents militaires et son amour de la construction. Il étendit l'empire à travers toute la Mésopotamie jusqu'à la mer Méditerranée. Il combattit des voisins puissants comme l'Égypte et les vainquit. Mais ce n'était pas qu'un guerrier. C'était aussi un bâtisseur qui rêvait de faire de Babylone une ville unique. Sous Nabuchodonosor, Babylone devint une ville merveilleuse. Il fit construire d'immenses murailles pour protéger la ville des ennemis. Ces murs étaient si épais que des chars pouvaient rouler dessus. Il construisit aussi de magnifiques portes, dont la plus célèbre était la porte d'Ishtar. Elle était décorée de carreaux bleus et d'images de lions et de dragons, brillant au soleil et impressionnant tous ceux qui entraient. À l'intérieur des murs, les rues étaient larges et animées. Les marchés regorgeaient de marchands vendant des produits venus de terres lointaines. Les temples s'élevaient bien au-dessus des toits. Le plus important s'appelait Esagila, dédié au dieu Marduk, le dieu principal de Babylone. Les gens venaient y prier, offrir des cadeaux et participer à de grandes fêtes. Nabuchodonosor fit aussi construire un immense palais pour lui-même. Certaines histoires racontent qu'il créa les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Ces jardins s'élevaient très haut, avec des arbres, des fleurs et des cascades. Selon la légende, il les fit pour sa femme qui regrettait les collines vertes de son pays natal. Bien que personne n'ait retrouvé ces jardins avec certitude, cette histoire reste l'une des plus célèbres de l'Antiquité. Babylone sous Nabuchodonosor n'était pas seulement belle, elle était aussi puissante. L'empire était bien organisé, avec des gouverneurs qui administraient différentes régions. Ils collectaient les impôts, maintenaient la paix et suivaient les ordres du roi. La ville devint un centre d'apprentissage où les savants étudiaient les étoiles, écrivaient en cunéiforme et consignascueillaient les événements. Mais tout n'était pas toujours paisible. Nabuchodonosor était un roi strict. Il exigeait la loyauté et face aux rébellions, il répondait par la force. L'un des événements les plus célèbres de son règne fut la conquête de Jérusalem. La ville avait résisté au contrôle babylonien. Nabuchodonosor attaqua, détruisit le temple et déporta de nombreuses personnes loin de chez elle. Cet épisode devint un moment important dans l'histoire juive, connu comme l'exil babylonien. Malgré ses méthodes sévères, Nabuchodonosor régna pendant plus de 40 ans et laissa un empire fort et prospère. Après sa mort, cependant, les choses commencèrent à se déliter. Les nouveaux dirigeants n'étaient ni aussi forts ni aussi sages. L'empire fit face à des problèmes internes et externes. Peu à peu, une nouvelle puissance monta les Perses. En 539 avant J.C., le roi perse Cyrus le Grand entra dans Babylone. Il fut accueilli par beaucoup et la ville tomba sans combattre. Cyrus respecta la culture babylonienne et permit aux exilés de retourner dans leur terre d'origine.
Bien que l'empire néo-babylonien prit fin, la ville resta importante sous la domination perse. L'histoire des Chaldéens et de Babylone sous Nabuchodonosor est une histoire de renaissance. Des cendres des anciens empires, un nouveau s'éleva plein de beauté, de puissance et de vision. Il offrit au monde l'art, la science, l'architecture et des récits qui vivent encore aujourd'hui. La porte d'Ishtar, les mythes des jardins suspendus, les récits de Nabuchodonosor, tout cela nous rappelle une époque où Babylone était le cœur du monde. Même après des milliers d'années, le nom de Babylone évoque encore la grandeur. Elle est un symbole de ce que les mains et les esprits humains peuvent bâtir, mais aussi un rappel que aucun empire ne dure éternellement. Ce qui reste, c'est la mémoire, le savoir et l'espoir que les générations futures apprendront du passé. Échos à travers le temps, influence sur la Grèce, Rome et nous, les grandes villes de Mésopotamie ont aujourd'hui disparu. Leurs temples sont brisés, leurs palais reposent sous le sable et les pierres, mais leur voix résonne encore, non pas dans le vent, mais à travers des idées, des inventions et des savoirs transmis pendant des milliers d'années. Les anciens peuples de Sumer, d'Akkad, de Babylone et d'Assyrie ont peu être disparus, mais le monde qu'ils ont façonné continue de vivre. Leur influence a dépassé leurs rivières, elle a touché la Grèce, façonné Rome, et continue de nous atteindre aujourd'hui. Bien avant que les philosophes grecs n'écrivent leurs ouvrages ou que les généraux romains ne mènent leurs armées, les habitants de Mésopotamie avaient déjà créé beaucoup de ce que nous appelons aujourd'hui les bases de la civilisation. Ils furent les premiers à écrire des lois. Ils bâtirent des villes, des temples et des routes. Ils observèrent les étoiles, mesurèrent le temps et consignèrent leur histoire sur de l'argile. Quand les Grecs commencèrent à construire leur propre civilisation, ils ne partaient pas de zéro. Ils apprenaient de ceux qui les avaient précédés. Les penseurs grecs furent influencés par des cultures plus anciennes comme la Mésopotamie et l'Égypte. Ils entendirent des récits du déluge, semblables à ceux de l'épopée de Gilgamesh. Ils étudièrent les cieux en utilisant des idées déjà suivies par les astronomes babyloniens. Même certains mythes grecs portent des traces des légendes mésopotamiennes. Un exemple est l'idée de diviser un cercle en 360 degrés. Cela vient des Sumériens qui utilisaient un système de numération basé sur 60. Les Grecs conservèrent cette méthode et l'utilisèrent dans leurs études de mathématiques et de géométrie. Aujourd'hui encore, nous l'utilisons dans les horloges et pour mesurer les angles. Les Grecs furent aussi influencés par les méthodes mésopotamiennes d'organisation des villes et des lois. Même s'ils créèrent leur propre système politique, l'idée d'écrire des règles que tout le monde doit suivre avait déjà été mise en œuvre par Hammurabi des siècles auparavant. Son code de loi, gravé dans la pierre, montrait que la justice doit être claire et accessible. Cette idée n'a jamais disparu. Plus tard, les Romains poussèrent ces idées encore plus loin. La République romaine, puis l'Empire, empruntèrent à de nombreuses cultures qu'ils conquirent ou admirèrent. En entrant en contact avec le Proche-Orient, ils découvrirent de vieilles bibliothèques, des temples et des systèmes façonnés par les savoirs mésopotamiens. Les ingénieurs romains construisirent routes et aqueducs, mais les bases mathématiques et la planification de ces projets venaient des pratiques antiques de Mésopotamie. Même dans le domaine religieux, l'influence continua. Les Babyloniens croyaient à un grand déluge envoyé par les dieux. Plus tard, les textes juifs, chrétiens et islamiques racontèrent une histoire similaire. L'idée d'un Dieu juste qui veille sur les hommes, l'importance de la loi écrite, et même les noms des jours de la semaine peuvent être retracés à travers une longue chaîne de cultures qui commence dans la terre entre les fleuves. Quand l'Empire romain laissa place au Moyen-Âge, une grande partie de ce savoir ancien faillit être oubliée. Mais il fut sauvé par des savants du monde islamique. Ils copièrent et étudièrent les anciens textes de Babylone et d'ailleurs. Les scientifiques, médecins et philosophes musulmans maintinrent ce savoir vivant. Ils traduisirent les textes en arabe et développèrent ce que les Mésopotamiens avaient commencé. Plus tard, à la Renaissance européenne, ce savoir retourna en Occident. Il fit naître de nouvelles idées en sciences, arts et savoir. Aujourd'hui encore, les traces de la Mésopotamie sont tout autour de nous.
Quand nous écrivons sur du papier, nous suivons les pas de ceux qui écrivaient d'abord sur de l'argile. Quand nous regardons les étoiles ou mesurons le temps, nous utilisons des systèmes qu'ils ont aidés à inventer. Quand nous respectons des lois ou vivons dans des villes, nous faisons partie d'une tradition née dans ces terres anciennes. Les bâtiments modernes peuvent être plus hauts, nos outils plus rapides, mais les racines sont les mêmes. Les zigguratures sont devenues les modèles des tours. Les tablettes de la bibliothèque d'Ashurbanipal ont été l'étincelle des bibliothèques publiques d'aujourd'hui. Les questions que se posaient les Mésopotamiens sur la vie, la mort, la justice et les étoiles sont toujours celles que nous posons maintenant. Ce qui est le plus impressionnant, c'est combien a survécu. Des tablettes d'argile enfouies pendant des milliers d'années reposent maintenant dans des musées. Les chercheurs les étudient, découvrant chaque jour davantage. Les histoires, les chiffres, les chants et les prières, ces voix parlent à nouveau. Non pas par le son, mais par la lecture, la réflexion et la mémoire. Les anciens Mésopotamiens ne savaient pas jusqu'où iraient leurs idées. Ils ne prévoyaient pas de façonner la Grèce ou Rome. Ils ne savaient pas que leurs pensées importeraient encore dans le monde moderne. Mais ils ont construit quelque chose de solide. Ils ont bâti une civilisation fondée sur l'apprentissage, l'écriture, la construction et la croyance. Et ce genre d'œuvre dure. Alors, quand nous étudions la Mésopotamie, nous ne regardons pas seulement le passé. Nous regardons les racines de nous-mêmes. Nous entendons la voix silencieuse de ceux qui ont vécu il y a bien longtemps, mais qui parlent toujours, clairement et profondément, à travers le monde qu'ils ont contribué à créer.